En fait, dans notre sport, il y a qu'un représentant par Mmh. discipline qui se sélectionne et bon, je suis tombé contre un certain Tony Estanguet. Ça s'est Compliqué. joué parfois à peu, en 2008 notamment pour les sélections pour Pékin, c'était pas très loin. En Nouvelle-Zélande, tout est très clair, très catégorisé, toutes les dimensions de la performance sont déjà identifiées et cetera et puis il y a un organisme qui est un peu l'équivalent de l'INSEP, qui s'appelle High Performance Sport New Zealand où, les athlètes d'un certain niveau ont tous accès, à des psychologues, à des préparateurs physiques, C'est intéressant parce que les sports, ils doivent évoluer Mmh. pour, attirer plus de monde. La question qu'on se pose souvent, quand on est un sport mineur, c'est: «Est-ce que c'est le sport qui attire du monde ou est-ce que c'est pour que les jeux olympiques attirent du monde?» Et il y a toujours un peu une ambivalence où on a l'impression parfois d'être un peu les c'est nous qui transpirons Ouais, les dindons de la farce, quoi. pour que, les jeux olympiques puissent s'exercer Mmh. et en même temps, il y a ambivalence parce que sans les jeux olympiques, nos sports n'existent pas. Pour moi, l'objectif, c'est pas forcément que, ils gagnent tout et qu'à la fin de la carrière, ben, tout s'arrête tout d'un coup, mais c'est plus une construction globale qui va aussi leur permettre de progresser en tant qu'athlète. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Décrassage et une fois n'est pas coutume, on accueille un invité en présentiel, donc on est content. Ça va permettre d'aborder plein de choses et de discuter sans problème de connexion, n'est-ce pas? Donc toujours les JO, les JOP du coup en ligne de mire. On va parler de ça ensemble avec Pierre Labarrelle, donc qui est, head coach et coach de l'équipe suisse de C'est ça. kayak. Tu me corriges si je me C'est trompe. tout à fait ça. Donc très bien, je commence bien et puis, voilà, on va aborder un petit peu tout ça, on va parler du kayak, comme sport un peu, mineur sans aucun jugement de valeur, mais quels sont les défis que vous rencontrez? Comment ça se passe? Et puis, on va parler de toi aussi, de ta vie personnelle et des choix de carrière que tu as fait. Donc voilà, gros programme, j'espère que ça vous intéresse les gars? Ah oui, OK. moi J'espère qu'on va pas trop Il y a ramer, hein. intérêt. Oh! Ça y est, bravo, ça bravo, commence. bravo. Ouais, il l'a préparé Ouais. depuis Et il depuis nous avait l'intro. rien dit à ce sujet. C'est ça. Bah, je vais te laisser un petit peu la parole pour te présenter un petit peu, présenter ton rôle, exact et puis après on rebondit, on discute, on flotte, À la bonne franquette! voilà, on Mmh. rame, on fait, voilà. OK, bon, bah, du coup, bah, comme tu l'as dit, je suis le head coach de l'équipe suisse. Ça fait maintenant 1 an et demi. Donc je suis le responsable de toute l'équipe, donc toutes les strates, de catégorie d'âge, les élites qui sont les meilleurs, les moins de 23 ans, les juniors. Donc c'est moi qui coordonne un peu l'action de l'ensemble des entraîneurs, les programmes, les systèmes de sélection et cetera et en même temps, je suis aussi entraîneur de certains athlètes de la catégorie élite. Donc j'ai un peu la double casquette, entraîneur et responsable de l'ensemble des autres entraîneurs. Donc du coup, combien d'athlètes tu comptes amener aux Jeux olympiques? Alors pour l'instant, on en a 2 qui sont qualifiés déjà, un homme et une femme et on espère en qualifier un autre dans 1 mois à Prague dans le dernier tournoi de qualification, là. Est-ce que tu peux juste expliquer les différentes disciplines, juste en quelques mots qu'on puisse comprendre en ligne, pas en ligne, slalom, on a l'image avec les portes vertes et rouges, enfin moi perso j'ai l'image en tout cas, Ouais, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que, en combien de partie disciplines il y oui. a? Ouais. Alors il y a 2 disciplines. Il y a la discipline un peu traditionnelle qui est le slalom, où on passe dans des portes rouges et vertes. Ça, c'est ce qu'on a vu, Tony Estanguet et cetera. C'est ce qu'on a toujours vu aux Jeux olympiques Mmh. et cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle discipline qui est introduite, qui est le kayak cross. Et donc il y a aussi des portes rouges et vertes, mais avec un seul piquet, une espèce de bouée, gonflée en hauteur et les athlètes doivent passer autour de ces bouées, par 4 et c'est pour ça qu'on appelle ça du cross, comme le ski cross ou comme le Ouais, comme BMX. ouais, 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 une ouais. course en Voilà ligne. et donc ils doivent se sélectionner dans les 2 premiers de chaque, round pour Pour être qualifié. progresser, Ouais. pour le tour Chaque manche, suivant. ouais. Mmh. Voilà. Mmh. Donc et c'est notamment dans cette discipline qu'on a encore un tournoi de qualification olympique et où les Suisses, on est particulièrement, performants. Ouais. Donc D'accord. et donc à l'intérieur de ces, 2 disciplines, en slalom, il y a, canoë hommes et dames, kayak hommes et dames, donc 4 catégories et en kayak cross, il y a 2 catégories, kayak hommes et kayak dames.
Alors, première question, se retrouver entraîneur des entraîneurs en Suisse, les Jeux à Paris, comment En tant que tu vis Français? ça et comment t'en es arrivé là en fait? Bah, ça s'est fait un peu, naturellement et sans vraiment de plan préétabli. En fait, il y a 4 ans maintenant, je suis arrivé en Suisse, depuis la Nouvelle-Zélande et je suis arrivé, sur un poste d'entraîneur des moins de 23 ans et par la force des choses, le head coach de l'époque est parti. On m'a proposé le poste que je voulais pas vraiment parce qu'on en parlera peut-être plus tard, mais c'est une grosse charge de travail et j'ai finalement dit oui parce que, ben, pour le bien de l'équipe et parce que finalement le challenge m'intéressait. Bah, j'ai accepté le poste et ça fait 1 an et demi maintenant et évidemment avec, la perspective des JO à Paris, un peu à la maison quand même pour moi, c'est un défi qui m'excite bien, ouais. Depuis que tu es arrivé à ce binôme de fonctions, quels sont les résultats que vous avez obtenus, du moins les plus probants? Tu as expliqué qu'en kayak cross, vous étiez performant. Est-ce qu'il y a eu des victoires qui permettent justement de préparer les Jeux de la meilleure façon possible? Alors, oui, on a eu des assez bons résultats. L'année dernière, c'était une année assez historique pour nous parce que sur chaque étape de coupe du monde, on a eu des podiums, que ce soit en cross ou parfois en slalom. On a un athlète, donc l'athlète qui est déjà sélectionné pour les JO, qui a fait vice-champion d'Europe et troisième au championnat du monde. On a aussi, 2 athlètes kayak cross qui ont gagné des manches de coupe du monde l'année dernière. Donc 3 athlètes hommes différents qui font des podiums, à l'échelon international et on a aussi, une fille, Alena, qui est sélectionnée elle, pour les filles, pour les JO, qui a aussi fait un podium au championnat du monde moins de 23 ans et qui commence à rentrer régulièrement dans le top 10 mondial. Donc, pour une petite fédération comme la nôtre, qui a Mmh. peu de licenciés et en fait assez peu d'athlètes, parce qu'on a un groupe assez restreint, mais qu'on essaye d'amener et d'accompagner le plus loin possible, Mmh. c'était assez pour moi, je le dis comme ça, mais c'était assez exceptionnel quand même. Mmh. Justement, avant de parler de toi, un petit peu tes choix, tu as parlé de la Nouvelle-Zélande, juste comme ça, là, c'était glissé. Quelle est un petit peu ta perception des JO? Toi, tu étais ancien kayakiste aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion de les faire ou est-ce que tu les as ratés de peu? Comment ça s'est passé? Et quelle est ta vision aujourd'hui des JO de Paris? Ben non, j'ai malheureusement pas eu, l'occasion de les faire. J'ai été 3 fois remplaçant. En fait, dans notre sport, il y a qu'un représentant par Mmh. discipline qui se sélectionne et bon, je suis tombé contre un certain Tony Estanguet. Ça s'est Compliqué. joué parfois à peu, en 2008 notamment pour les sélections pour Pékin, c'était pas très loin. Mais bon voilà, donc 3 fois pas très loin et à la fois, pas trop de frustration parce que souvent on me demande: «Bon alors tu frustré et tout?» Évidemment j'aurais aimé les faire, c'est un objectif pour tout sportif de sport olympique et à la fois j'ai accompli d'autres choses et puis, à la fin de ma carrière, j'étais en paix avec ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait et content de la façon dont ça s'était déroulé donc de ce côté-là, évidemment, j'aurais été content de les faire. Je suis content d'aller les découvrir du coup à Paris en tant qu'entraîneur et évidemment, le fait que ce soit à Paris, en France, qui est un pays, où il y a une vraie histoire du canoë-kayak, ça va forcément être excitant Mmh. avec une belle infrastructure à Vers-sur-Marne. On va forcément être dans des bonnes conditions et puis ça va nous pousser à Performer. ouais, en tout cas essayer le mieux possible. Et du coup, qu'est-ce qui fait que le kayak français, ne t'a pas enfin, pas que ça soit péjoratif, mais dans le sens que là, tu es dans une bonne nation avec la Suisse, mais qu'ils aient laissé, fuiter Mmh. un Un talent. talent, ouais. Puisqu'on dit qu'il faut, regrouper toutes les forces, vives et se préparer, on en a tellement fait un enjeu, politique. Quelle a été la faille dans le système? Parce qu'on a accueilli Toran Maizeroy, qui était entraîneur de taekwondo avec l'équipe de France, et pour des raisons un peu comme il a expliqué, des questions de Structurel. concours, de structure, il a dû Budgétaire. partir et avoir une opportunité en Angleterre, et il revient, un peu le même cas que toi. Alors Ouais. nous, on est contents parce qu'à des crassages, on reçoit tout le monde, on fait pas de particularisme ni de nationalisme, mais quelque part, qu'est-ce qui fait ce parcours? Du coup, moi, ma particularité, c'est que j'ai le professorat de sport. Je l'ai passé quand j'étais athlète, donc j'avais un statut un peu hybride, sportif de haut niveau avec un contrat aménagé avec le ministère des Sports et à la fin de ma carrière, il s'est trouvé que j'ai expliqué à mon DTN que j'allais arrêter ma carrière, que je souhaitais être entraîneur et il m'a dit que malheureusement, par manque de place, il y avait pas de disponibilité. Donc il m'a conseillé d'attendre, dans un poste, au sein du ministère ou d'un des organes déconcentrés et d'attendre mon tour pour qu'une place se libère
Et donc moi, je lui ai dit: «Écoute, moi, j'ai vraiment envie d'être entraîneur, j'ai pas envie d'attendre et de perdre le contact avec ce que j'aime faire». Et j'ai eu cette opportunité par hasard total avec la Nouvelle-Zélande et donc avec ma femme, on a décidé à l'époque, de s'embarquer pour l'aventure. Alors là, on imagine, ouais, un dépaysement, total. La Nouvelle-Zélande, tu y restes combien d'années avec ton épouse et comment ça se passe, là-bas et l'objectif, c'était quoi? Bah, alors, l'objectif, c'était en fait, de s'installer un peu ensemble avec ma femme parce que jusque-là, on était déjà mariés, on était ensemble depuis une dizaine d'années. Mais avec, mon occupation sportive et son métier à elle, moi j'étais à Pau, elle était à Paris et du coup, on se retrouvait le plus souvent possible, mais on n'habitait pas vraiment physiquement ensemble, quoi. Et donc c'était un peu l'occasion de faire le point. Elle était aussi un peu, à la fin d'un cycle dans son travail et du coup, on a eu cette opportunité-là. On n'a vraiment pas trop réfléchi. C'est un ancien collègue qui m'a fait passer un poste à pourvoir en Nouvelle-Zélande et je lui ai dit comme ça, en rigolant: «Bah, écoute, peut-être que ça m'intéressera» et finalement, bah, on a sauté sur l'occasion. C'était un peu instinctif comme ça. Pas de plan. On y allait parce que, de toute façon, la destination nous attirait. On avait envie de voir autre chose et puis, en plus, c'était un poste dans un club. C'était pas du tout à la base avec l'équipe nationale. Ça a évolué un peu comme en Suisse, assez rapidement, je suis devenu entraîneur des moins de 18 ans, puis entraîneur des élites. Mais à la base, c'était sans plan, on voulait faire autre chose et découvrir une nouvelle aventure, quoi. Donc, en fait, ton parcours en tant qu'entraîneur est une succession d'opportunités qui se sont présentées à des moments auxquels tu ne t'attendais pas forcément et finalement, ça a créé un joli parcours. Ouais, complètement. En fait, c'est un peu ma philosophie de vie, en général. J'ai des choses claires que j'ai envie de faire et puis, à la fois et quand des opportunités, arrivent, ben, si ça me plaît, boum, je fonce sans trop réfléchir et en fait, j'essaie vraiment de saisir ce qui se présente à moi et puis je me dis: «De toute façon, si ça arrive là, c'est pas, sans raison» et souvent, je me dis: «Ben, écoute, voilà, il y a pas de risque». À la fois, je partais en Nouvelle-Zélande, mais en disponibilité, donc si j'avais besoin de revenir en France, besoin d'une activité professionnelle, ben, je revenais au ministère des sports, donc c'est un peu il y avait pas de risque et on y est allé et puis, voilà, un peu effectivement sans réfléchir, juste pour saisir l'opportunité, quoi. Mmh. Alors nous, on a un kiwi dans notre, association puisqu'on représente aussi une association, Holistic Sport Oui. qui travaille à l'accompagnement des sportifs, hem et qui est très engagée en France. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de la culture, sportive en Nouvelle-Zélande? Est-ce que justement tu reviens, enrichi de leur manière d'aborder le sport? Ben, complètement enrichi parce que c'est une façon complètement différente d'envisager le sport. Déjà, donc comme j'arrive dans le club, dans un club, dans une petite ville, les clubs fonctionnent d'une façon complètement différente en France et il n'y a pas d'emploi d'entraîneurs qui sont financés par les mairies ou comment dire? Les collectivités, Les collectivités collectivités territoriales. territoriales, locales. Tout est payant. C'est les familles qui payent à la séance, avant que j'arrive, c'était directement en cash à l'entraîneur et cetera. Ah oui, Donc, ouais, ouais, D'accord. c'était vraiment, tu c'est l'impression de bosser au black, bah, moi pas, mais oui, c'était un peu C'est ça, hein. les All Blacks là-bas, c'est Après, C'était ça? un peu ça. Donc en fait, le rapport à l'association, et puis à l'activité sportive est un peu différent parce que, il y a quand même l'argent est un peu au centre du truc parce que ça coûte très cher Mmh. et du coup, les attentes sont différentes et cetera. Ça met un petit peu plus de pression parce Mmh. que, ben, on sent beaucoup plus, les attentes des familles et des athlètes sur, comment dire? ouais, La l'évolution, façon ouais, la façon dont j'exerce mon métier, quoi. ouais. Et du coup, il y a un peu plus je dirais d'attendus et puis des critères un peu plus précis qui sont attendus de Et la toi part toi, ça t'a convenu, ça m'a ce convenu parce que c'est la façon dont moi je travaille, de façon assez claire, j'essaie d'être assez organisé, c'est ce dont j'ai besoin moi. Mmh. C'est comme ça que j'étais en tant qu'athlète. Je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent complètement différemment, mais moi j'ai besoin d'avoir des choses assez structurées, assez claires pour pouvoir, avancer dans la bonne direction. Mmh. Donc ça me convenait bien, mais aussi, ce qui est très différent, c'est la façon dont ils s'entraînent là-bas et la façon dont le sport est structuré. Et par rapport à la France, c'est une expérience complètement différente et j'ai aussi côtoyé des entraîneurs anglo-saxons, sur place. Du coup,
tout ça, ça a fait que ça a vachement enrichi ma connaissance du sport et la façon dont je l'aborde. Ça a vachement remis en question les certitudes que j'avais en arrivant, Mmh. parce que je sortais de ma carrière. Pour moi, j'avais une vision très claire de comment je voyais le métier d'entraîneur. C'était comme ça, parce que je l'avais vécu comme ça, et puis autour de moi, ça avait fonctionné comme ça. Et puis en Et arrivant c'était là-bas, comment alors? ouais, c'était... en Assez fait, descendant, ou peut-être dans le côté autorité, que- ou pas, pas dans le pas, management? pas forcément, mais en fait, beaucoup en France, les entraîneurs que j'ai eus calquaient les méthodes qu'ils avaient vécues eux en tant qu'athlètes. Il n'y avait pas trop de remise en question. En France, il y a eu de la résistance pendant longtemps pour rentrer un peu dans ces problématiques de préparation mentale, etc. En Nouvelle-Zélande, tout est très clair, très catégorisé. Toutes les dimensions de la performance sont déjà identifiées, etc. Et puis, il y a un organisme qui est un peu l'équivalent de l'INSEP, qui s'appelle High Performance Sport New Zealand, où les athlètes d'un certain niveau ont tous accès à des psychologues, à des préparateurs physiques, à des médecins. C'est comme un pôle ouvert aux athlètes de Voilà, haut c'est niveau pôle où de ils la peuvent aller. performance. Ouais. Voilà, Mmh. exactement. Mais un peu comme l'INSEP, Ouais. sauf avec, moi je trouve, des professionnels dédiés à chaque dimension de la performance, qui sont là pour aider les athlètes, les entraîneurs, la fédération, etc. Mmh. Donc tout beaucoup plus structuré et moi je trouve beaucoup plus professionnel. Ouais. Et, Un peu plus efficace, quoi, Mmh. je dirais. et sur l'entraînement en lui-même, tu disais que les méthodes étaient différentes, la manière de s'entraîner. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est différent? Ouais, alors aussi, ce que j'ai trouvé très différent, c'est que les jeunes, il fallait moins les brusquer. Disons qu'il y avait des attentes de la part des parents et des athlètes sur la façon dont j'exerçais mon métier, mais pas forcément sur l'aspect performance, plus sur l'aspect social et bien-être et essayer d'inclure tout le monde et faire en sorte que ça se passe Mmh. bien. Quand je suis arrivé au club, j'ai- on m'a repris un jour parce que dans une réunion du comité, j'ai dit ouais, les athlètes, je leur ai demandé de faire une séance physique. Alors les parents m'ont dit ah bon, vous faites du physique et tout. Je dis bah oui, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Et ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit quoi? T'as utilisé le mot obligatoire? On s'en met dans l'éducation là-bas, tout est fait en douceur et dans l'accompagnement et il n'y a pas trop de. C'est le consensus avant tout. Un consensus, il n'y a pas trop d'obligations, quoi. Mm. Et Mais quand moi je suis arrivé comme ça avec mes ah, certitudes, ouais, ta rigueur. c'était bon, ça a fait un peu un petit choc culturel, mais dans les deux sens, quoi, finalement. Et c'est étonnant parce que du coup, Mm. ça veut dire que cette manière douce de fonctionner, à toi, non seulement elle t'a convenu, elle t'a enrichi. Quand tu es revenu là en Suisse, parce que les Suisses sont pas les renommés pour être justement les moins carrés, ils sont plutôt assez carrés. Mais est-ce que cette méthode douce, entre guillemets, en tout cas qui prend en compte le bien-être, elle fonctionne selon toi? Ouais, alors en Suisse, pour le coup, j'ai trouvé pas mal de similitudes avec la Nouvelle-Zélande. Mmh. Mm. Et je trouve que, à mon avis, c'est un peu pour ça que ça a bien matché tout de suite Ouais, avec D'accord. les athlètes. C'est que bah, là, ce que j'avais appris là-bas, en tout cas de la prise en compte des différents profils et de l'accompagnement des jeunes, eh ben, il s'était déjà un peu en Mmh. place en Suisse. Et du coup, c'est pour ça que ça a matché un peu plus facilement, à mon Mais avis. il y a un côté un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que pour l'athlète, on est un peu plus cool, mais pour l'entraîneur qui lui est payé, il y a plus Il y a plus de pression. d'obligations, j'ai Ouais, envie de des dire, pour attentes, quoi. reprendre ça. Ben oui, et puis en Suisse, complètement, ça fonctionne un peu comme ça. On attend toujours un rendu, on paye quelqu'un, donc il faut un résultat, quoi. Mm. Mais à la fois aussi, et c'est en ça que moi j'ai dû beaucoup travailler, c'est que, ok, il faut un accompagnement doux, et puis plutôt un encouragement, mais il y a aussi besoin parfois de moments où on met les choses sur la table, et dans le sport de performance, il y a des choses qu'on doit faire, et il n'y a pas le choix. Donc il faut aussi faire comprendre aux gens que Mmh. à certains moments, ben, si tu veux progresser, il faut passer par telles étapes, quoi. Et là, on va passer sur une chronique de Protin sur les sports un peu plus confidentiels, mais Tu piques mon boulot, quoi. quand tu compares la Suisse, la Nouvelle-Zélande et la France, dans lequel de ces trois pays le kayak est le plus populaire? Alors ça dépend ce qu'on entend par kayak. Est-ce que c'est le kayak de compétition ou est-ce que c'est le kayak La randonnée. en général Ouais. de loisirs? Ouais. Parce que en Nouvelle-Zélande comme en Suisse, il y a beaucoup de rivières, et il y a beaucoup de pratiquants. Alors évidemment, c'est des petits pays, donc c'est difficile de comparer avec la France. Mais en France, on a beaucoup plus de clubs et de pratiquants De haut de niveau. slalom, Ouais. de compétition. Ouais.
que ça dépend par quel côté on envisage la pratique du kayak, quoi. Mais en Nouvelle-Zélande et en Suisse, beaucoup de pratiquants de canoë-kayak, mais en loisir, en rivière, en fait. Mmh. En tout cas, on sait que ça reste un sport, confidentiel, on le disait en introduction, qui est pourvoyeur souvent de médailles pour la France. En parlant de sport confidentiel, n'est-ce pas Protin? Ouais. Je te lance sur ta chronique Wikipro qui va nous parler un petit peu de ça et puis après on débriefera justement sur ce statut particulier. Alors, merci Jérémy, merci Pierre de ton apport sur le kayak. Alors, je vais évoquer l'exposition des sports confidentiels. Alors, on arrive dans une année où c'est une année olympique et donc le sport est mis en exergue à tous les niveaux. Toutefois, il y a des sports qui sont beaucoup plus confidentiels que d'autres, qui sont visibles uniquement tous les 4 ans. Face aux monstres tels que le football, le rugby, le basketball, certains sports peinent à exister. Et donc, ces sports-là doivent trouver un moyen de se réinventer et d'être attractifs autour d'eux. Un article du Télégramme daté du 20 octobre 2022 parle de cette réinvention auprès du grand public. Alors, il est dit ceci, short track en VTT, slalom extrême en canoë-kayak, de nombreux formats ont fait leur apparition ces dernières années. L'objectif, rendre la discipline plus télévisuelle et séduire un nouveau public, plus jeune. L'idée ici est de permettre à ces sports peu médiatisés de pérenniser leur exposition en se démarquant des canaux classiques. Un autre article de la Dépêche du Midi du 3 novembre 2020 évoque l'arrivée d'une plateforme vidéo permettant l'exposition des sports dits confidentiels. L'application SportAll projette des retransmissions en direct et des vidéos à la demande de sports tels que le water polo, le handisport, le canoë-kayak, la lutte, le ski nautique, entre autres. Et cette plateforme a adopté un modèle économique original par rapport aux chaînes classiques, en permettant aux fédérations et aux clubs de passer un partenariat avec l'application, afin d'avoir accès à une palette d'outils et à une équipe de vidéastes et journalistes pour filmer et diffuser leurs activités à un prix abordable et à un niveau proche de ce que l'on a l'habitude de voir à la télévision. Les chaînes publiques aussi apportent leur contribution à la diffusion de sports confidentiels. Un article de France Inter du 23 novembre 2020 a évoqué l'initiative de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ici il y a 2 anciens nouveaux Aquitains, j'en suis toujours un. Et France 3 Nouvelle-Aquitaine, à l'issue du 2e confinement, a décidé de diffuser des événements sportifs en direct avec, à cette époque, la diffusion de matchs de hockey sur glace, par exemple, des équipes de Bordeaux et d'Anglet, dans une période où le confinement a eu un impact sans précédent dans lequel les clubs durent se débrouiller pour retransmettre leurs matchs. Si les Jeux Olympiques offrent le bonheur de suivre des sports aussi passionnants que divers, il est très très important de considérer que ces sports confidentiels doivent être dans une perspective d'attraction pérenne pour pouvoir être non seulement visibles et non seulement aussi pour éviter d'être remis à jour tous les 4 ans, réexpliquer comment ils sont, quelles sont les règles. Donc le but est ici de trouver un moyen d'être plus exposé et donc d'être plus familier au sein du grand public, auprès du grand public, pardon. Yes, toi, tu as senti ce gap à passer entre le kayak et puis d'autres sports à l'approche des JO, tu le sens ou pas? Le gap D'être considéré comme un sport mineur, de devoir se battre pour des choses que d'autres sports ont déjà acquis depuis longtemps. Comment est-ce que ça se passe? bah oui, évidemment, ça c'est sûr. En tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, en tant que head coach, tous les jours. Après, on a la chance, une fois qu'on est olympique, on est suivi par le comité olympique, de notre pays et quand on est olympique, on a des moyens fléchés, c'est très clair, c'est catégorisé, quoi. Par contre, je voulais juste rebondir, sur la chronique parce que c'est intéressant parce que les sports, ils doivent évoluer Mmh. pour, attirer plus de monde. La question qu'on se pose souvent, quand on est un sport mineur, c'est: est-ce que c'est le sport qui attire du monde ou est-ce que c'est pour que les jeux olympiques attirent du monde? Et il y a toujours un peu une ambivalence où on a l'impression parfois d'être un peu les
c'est nous qui transpirons Ouais, les dindons de la farce, pour quoi. que les Jeux Olympiques puissent exercer. Et en même temps, il y a ambivalence parce que sans les Jeux Olympiques, nos sports n'existent pas. C'est ça. Si on n'a pas tous les 4 ans l'exposition médiatique offerte par les JO, on n'a pas de moyens pour payer nos salaires, les entraîneurs, etc. Et puis pour accompagner les athlètes. Donc c'est toujours un petit peu ambivalent. Et j'ai un exemple concret. Là, cette année, cette nouvelle discipline du kayak cross, c'est réglementé. Et à Paris, on nous a demandé de rallonger la longueur de notre épreuve pour pouvoir vendre une tribune Ah ouais, juste pour ça. qui fait partie du field of play, donc les tickets qui se vendent plus cher, supplémentaires. D'accord. Donc, c'est toujours un petit peu ambivalent. On se dit toujours, bon, ok, c'est super, on est là, on va utiliser au mieux la tribune qu'on a pour Ouais, capitaliser dessus. Et en même temps, on a un peu l'impression toujours que ouais, on d'être trime utilisé. Ouais. pour pouvoir faire vivre une organisation. Et pour avoir peu de retour, en fait, sur investissement, quelque part. En fait, le problème, c'est que moi, en tant que coach, c'est mon métier et puis je suis conscient de la chance que j'ai. Quand tu es athlète, c'est différent parce que dans ce genre de sport, on n'est pas payé pour faire ça. Donc, on transpire, on galère. Moi, quand j'étais athlète, au début de ma carrière, j'étais au RSA. Donc, souvent, c'est compliqué pour les athlètes. Et à la fin, on n'a pas vraiment les retombées du. Ouais. Enfin, C'est on n'a pas notre part du l'institution. gâteau, quoi. Ouais, c'est l'institution JO qui, Voilà, c'est ça. Et en termes de préparation justement pour les Jeux Olympiques, le fait qu'il y ait un petit changement sur cette épreuve pour faire plus d'argent, qu'est-ce que ça implique pour toi au quotidien avec le Alors, staff? oui, ça va impliquer un changement. Le problème, c'est que le tournoi de qualification olympique, il n'a pas encore eu lieu. Donc, et là, on va avoir une distance un peu plus courte. Donc, il va falloir se préparer après ce tournoi de qualification olympique pour tenir un petit peu plus longtemps, quoi. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir trouver des sites qui auront à peu près la même longueur qu'à Vers-sur-Marne pour justement être dans les meilleures conditions? Non, ça c'est bon, parce qu'en fait, le kayak cross, généralement, il n'utilise pas l'intégralité du bassin de D'accord. slalom. On s'arrête avant. Ok. Donc, pour ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème d'infrastructure. Par contre, dans la préparation physique, évidemment, ça change un peu les choses. Ça rallonge de beaucoup. Ouais, ça va rallonger d'une quinzaine de secondes. Ah ouais, Alors, donc ouais, ça ça fait. va, c'est beaucoup. à la fin, ça fait pas un gros Ouais. écart en termes de temps. Si on est préparé à tenir 70 secondes et qu'on doit tenir 90 secondes, on va pas perdre 10 secondes, mais n'empêche que les écarts étant de plus en plus serrés, ça fera forcément une différence à la fin. Dans ton accompagnement des athlètes, on parlait un petit peu en préparant l'émission de l'investissement aussi que toi, personnellement, tu mets. Des profils différents aussi que tu dois gérer. Des personnes qui ont bon, ça c'est valable pour tous les sports, des personnes qui ont un talent un peu inné et puis qui se reposent un peu sur leur laurier, de ceux qui triment pour arriver jusqu'au sommet, de ceux peut-être que leurs parents poussent pour aussi faire quelque chose. Comment est-ce que tu abordes ces différents profils et comment est-ce que tu les approches et tu les rends performants? Déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faut les identifier. Et ça prend souvent du temps parce que, notamment quand on est dans une autre culture, avec une autre langue, ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et puis surtout beaucoup d'ouverture de ma part, de la part de l'entraîneur pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se dit et pourquoi l'athlète en question réagit d'une telle façon, pas d'une autre, etc. C'est souvent compliqué de comprendre les raisons profondes d'un comportement, etc. Donc c'est vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de recul sur, et puis d'ouverture quoi, sur la compréhension des comportements des athlètes. Et après, évidemment, et c'est ça qui est compliqué dans le métier d'entraîneur de haut niveau, c'est il faut individualiser au maximum la préparation de chacun en fonction de leurs qualités, de leurs défauts, et puis de où on veut aller avec chacun d'entre eux. Et où ils ont envie d'aller. Parce que ça, c'est une autre chose, c'est qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qu'ils ont envie d'atteindre dans leur sport et puis dans la vie en général. Et tu disais qu'en en te préparant pour les Jeux Olympiques, où tu jouais ta place contre Tony et Stanguet, c'est à ce moment-là que tu étais au RSA.
cette précarité, aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a eu des changements de loi par rapport à ça. Mais les athlètes que tu entraînes aujourd'hui sont sur un double, triple projet, travaillent à côté. De quoi ils vivent? Parce que le commun des mortels ne se rend pas compte que, ouais, vous êtes à la télé, on vous voit dans ces épreuves, Mmh. mais derrière, Mmh. vous trimez. C'est quoi la réalité financière concrète? Ouais, alors ça dépend des pays et ça dépend évidemment des situations personnelles. En Suisse, le sport, il est pas aidé outre mesure. Il y a pas un soutien massif financier. Du coup, si on n'est pas le numéro un, c'est les familles qui payent. Donc soit, ils sont obligés de travailler, Mmh. soit c'est les familles qui ont un peu d'argent et puis qui peuvent payer pour toutes les dépenses. En plus, on est un sport qui coûte assez cher parce que, c'est plusieurs embarcations qui sont en carbone, qui cassent, qu'il faut changer régulièrement et cetera. Donc ça demande un investissement financier important. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, c'était exactement pareil parce que les athlètes qui viennent de Nouvelle-Zélande pour un circuit principalement européen, ils dépensent beaucoup, beaucoup Sur les d'argent. déplacements. Ils Ouais, passent 5 à 6 mois, en Europe, ça coûte énormément d'argent. Si tu as pas une famille derrière qui est prête à consacrer, la somme qu'il faut, c'est pas possible. En France, on a un peu plus de chance, maintenant parce que le ministère aide beaucoup à faire en sorte que la situation financière de chaque athlète soit pas précaire. C'était mon cas au début de ma carrière, pas vraiment quand je jouais pour les sélections olympiques, mais quand j'étais encore étudiant et cetera. Après, c'est aussi pour ça que j'ai passé le professorat de sport, parce que j'avais cette possibilité d'avoir un contrat aménagé pour les sportifs de haut Mmh. niveau. Mmh. Mais aujourd'hui, l'intégralité des athlètes de l'équipe de France sont suivis financièrement. Qu'est-ce qui motive alors ces personnes qui Mmh. sont dans le kayak à s'investir autant? Ou est-ce que tu vois, avec les années qui passent, un recul de l'engagement? Pas de recul de l'engagement et alors c'est un peu le côté, c'est aussi l'ambivalence du fait qu'on soit un sport assez, confidentiel. C'est que d'un côté évidemment, ben, on n'est pas des champions parce que les gens nous reconnaissent pas et puis, on vit pas vraiment de notre sport. Mais d'un autre côté, on sait pourquoi on le fait. Et souvent on le fait parce qu'on adore ce sport, parce qu'on aime les gens avec qui on est ou tout simplement par goût de la compétition. Mais disons qu'il y a pas de raison trop, superficielle entre guillemets, c'est pas pour l'argent qu'on le fait, c'est pas pour la Mmh. gloire parce qu'il y en a pas, à part être vraiment le tout meilleur, mais ça vient qu'à partir d'un certain point. Donc généralement les motivations de l'ensemble des athlètes, c'est parce que c'est un sport qui nous plaît. On est sur l'eau, on glisse, on est tout le temps dehors, on joue avec, notre bateau, c'est un sport technique donc il y a beaucoup de sensations et cetera, quoi. Puis il y a une part d'aléatoire aussi. Parce que Ouais. l'eau Mmh. réagit pas forcément de la même manière. Enfin bon, Ouais, et part d'aléatoire et puis alors évidemment après c'est aussi, propre à chacun, mais moi ce qui me plaisait beaucoup, c'est le dépassement personnel. mmh. Arriver à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant et puis évidemment l'esprit de compétition parce que c'est quelque chose qui anime tout compétiteur, c'est de vouloir être le meilleur, quoi. Et est-ce que justement alors, on peut pas tous finir comme, Tony Estanguet qui du coup a eu du boulot pendant 10 ans, bon ça va bientôt s'arrêter, pour la reconversion, mais, co comment on accompagne aussi des personnes qui ont des rêves, mais qui des fois mettent un peu tout de côté? Est-ce que ça c'est pris en compte par l'entraîneur? Ouais, complètement, bah, là c'est là qu'on rejoint la thématique de l'équilibre. C'est-à-dire que si, tout est dans le même projet. Si l'athlète fait un all-in entre guillemets, sur Mmh. son projet sportif, la pression qu'il va subir au moment des échéances va être, vraiment, incroyable. Donc l'objectif, c'est vraiment en tout cas, c'est mon objectif à moi en tant qu'entraîneur et en tant que head coach dans la fédération suisse, c'est que les athlètes, ils soient heureux de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font pas ça juste parce ils ont besoin de ça pour réussir. Ils sont contents d'être là et en même temps, ils ont une vie équilibrée à côté. C'est-à-dire que tous les œufs sont pas dans le même panier, quoi. C'est assez intéressant parce que c'est une approche, qu'on entend rarement de la part d'un entraîneur. Je veux que mon athlète soit heureux. C'est pas forcément ce qu'on entend. On entend souvent je veux qu'il soit performant et je suis là pour qu'il soit performant. Mais du coup cette approche, qu'est-ce qu'elle te coûte? Comment elle t'implique, au quotidien? Parce que je suppose que il faut que tu aies aussi, toutes les composantes de la vie de l'athlète dont tu vas t'occuper, c'est-à-dire son projet B, son projet C, Ouais.
Comment ça Ouais, se c'est passe? sûr. Bah, déjà, il faut aussi accepter du coup que tout n'est pas mis en direction de la performance ultime. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre de dire ça quand on est le responsable d'une équipe olympique, mais pour moi, l'objectif numéro un, c'est pas forcément qui gagne. Et j'ai eu un entretien avec la psychologue de l'athlète que je vais accompagner au JO, et donc l'athlète en question, où je répétais encore une fois avec la psychologue cette envie que j'ai de l'accompagner dans son projet, pas forcément ou pas uniquement pour qu'elle soit la numéro un mondiale de kayak, mais simplement qu'elle progresse en tant qu'être humain dans sa vie. Donc pour moi, l'objectif, c'est pas forcément qu'il gagne tout et qu'à la fin de la carrière, ben, tout s'arrête tout d'un coup, mais c'est plus une construction globale qui va aussi leur permettre de progresser en tant qu'athlète. Mmh. Et ça te vient d'où cette conception globale, j'aurais envie de dire holistique, mais je vais préparer le speed dating. Bon, ça, c'est mon état d'esprit à moi, ma culture et puis mon éducation. Pour la petite histoire, mes parents faisaient aussi du kayak. Et quand j'étais jeune, mon père m'a entraîné de façon bénévole et puis bah, comme un père, quoi. Et j'ai toujours ces souvenirs quand j'étais jeune, que je ratais des compétitions. Et puis, bon, j'étais déçu. Et puis, on se rencontrait comme ça après la course. Et puis, il me disait, bon, c'est pas grave, la prochaine fois, ce sera mieux, quoi. Et puis, c'était pas juste pour me remonter le moral, c'était vraiment sa philosophie de vie. Il s'en faisait pas. Et puis, pour lui, c'était pas important si un certain jour, ça marchait pas, tant qu'on est content du chemin. Et puis, qu'un jour ou l'autre, on finit par atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Mais j'ai envie de dire, même si on n'atteint pas l'objectif ultime, ce qui était le cas pour moi, par exemple, pour la participation au JO, eh bah, tant qu'on est content du chemin et du processus qui nous amène jusqu'à ce point-là où on ne réussit pas, où on n'atteint pas cet objectif, eh ben, on arrive à rester heureux et puis bien disons, dans ce qu'on fait au quotidien, quoi. Et est-ce que tes athlètes, quel que soit le niveau, hein, puisque tu es aussi responsable d'entraîneur de la structure olympique, est-ce que tes athlètes te font des retours par rapport justement à cette philosophie que tu as, à cet état d'esprit? Est-ce qu'ils ont déjà connu ça auparavant ou bien ils arrivent à exprimer le fait qu'ils se sentent de mieux en mieux parce que justement tu ouvres cette porte du bien-être personnel? Bah, oui, on en parle souvent et puis c'est un peu, parce que en fait, la façon dont j'essaye de le mettre en place, c'est qu'on construit un groupe et comme j'ai dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un groupe enfin la chance, c'est la réalité, on a un groupe, d'athlètes assez restreint et du coup, on est tout le temps ensemble. On Mmh. vit ensemble, on se déplace beaucoup ensemble, le peu de moyens qu'on a font que souvent on est dans des Airbnb, donc on cuisine ensemble. En fait, on vit ensemble et c'est presque un peu, on construit un peu une famille, quoi. Mmh. Et du coup, c'est dans ces moments-là, presque, un peu plus éloignés de la discipline en tant que telle, qu'on construit vraiment ces relations et puis que j'arrive à faire passer ce genre de message où, pour moi, les souvenirs qu'ils auront de leur carrière, c'est pas seulement le nombre de podiums qu'ils auront fait, mais aussi tous les moments à côté où ils auront vécu avec leurs collègues, leurs copains, qui sont aussi Leurs concurrents. leurs concurrents. Mmh. Mais tous ces moments et puis ces amitiés qui sont en train Mmh. de forger là, qui vont rester toute la vie, quoi. Bah, voilà, un beau tremplin pour le speed dating, cette quête de sens, pardon. Ou en tout cas, le sens profond de ce qu'on fait et comment redonner du sens à ces choses-là. Je te laisse la parole, Joël, pour le speed dating. Euh, oui, alors je trouve ça touchant et c'est beau de le soulever quand on a un père bienveillant. C'est pas le cas de tous les sportifs. Je pense là notamment à Thierry Henry qui a beaucoup souffert de l'esprit de performance et qui n'en parle que maintenant, après des années où il a gardé ça pour lui, même si on le voyait sur son visage. Moi, ça va plus être une discussion parce que c'est intéressant. On parlait de Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai suivi ma formation d'aumônier. Donc, d'aumônier aussi holistique, prendre la dimension globale du sportif avec des Nouveaux-Zélandais. C'était une formation certifiée par la Nouvelle-Zélande. Ils ont eu ces presque 15 dernières années un développement
de la prise en compte holistique avec la place de l'aumônerie. Donc déjà, première question peut-être, est-ce que cette notion de chaplaincy en Nouvelle-Zélande, tu l'as découvert là-bas? Est-ce que cette dimension aussi spirituelle de l'athlète était prise en compte? Alors, j'en ai entendu parler. Dans notre sport, pas trop. Et j'ai pas rencontré d'athlètes vraiment croyants ou en tout cas affirmant sa foi. Les parents un peu plus. Mais ça restait toujours assez. On n'en parlait pas vraiment. Discret, ouais. Ça restait discret, j'ai envie de dire privé, quoi. Mm. Si on avait envie d'en parler, on en parlait. Si on n'avait pas envie d'en parler, personne. Il n'y avait pas d'exubérance, quoi. Ouais, ouais. C'est un peu plus présent dans le monde du rugby, Ouais. aussi avec l'influence des joueurs. Fidjiens qui peuvent être là, Pacifique, qui sont des îles Pacifiques, qui sont des peuples très, très croyants aussi, où ça joue. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, et peut-être d'en discuter, d'orienter dans ce sens-là, tu as dit que tu étais entraîneur des entraîneurs. Cette notion qu'on connaît pas forcément bien en France ou qu'on définit peut-être pas comme ça, je sais pas, mais moi j'aurais envie derrière, ça veut dire que tu portes beaucoup de choses, mais qui toi s'occupe de toi, qui prend soin de toi. Alors je plaide pas pour ma chapelle, mais dans le sens qu'un aumônier peut aussi avoir ce rôle. On a parlé des psychologues, mais voilà, tu peux porter beaucoup, mais qui s'occupe de toi? Eh ben alors, en Nouvelle-Zélande, c'était ça qui était bien fait. C'est que le High Performance Sport New Zealand, il s'occupait pas que des athlètes, il s'occupait aussi des entraîneurs. Et la préparatrice mentale de mes athlètes était aussi disponible pour moi si j'en avais besoin. Donc ça, c'était agréable, bien de le savoir, quoi. Et en même temps, il mettait en place des journées ou des soirées de mise en valeur des entraîneurs, etc. Justement parce ils ont bien compris que c'était une vraie problématique. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont un peu isolés, qui se sentent seuls, et puis c'est pareil, qui ont un peu du mal dans la recherche du sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Parce que c'est un investissement important. Donc, en Suisse, un petit peu moins, et j'ai un responsable au-dessus de moi, le directeur de la performance, mais qui est occupé à ses tâches à Oui, lui, tu vas pas aller te confier. et voilà, et Ouais. pas trop à moi. Donc en fait, j'ai envie de dire, si j'ai besoin d'aide, je vais aller en chercher ou je vais en trouver, hein. Est-ce que par exemple, j'imagine simple, mais tu es marié, la place de ton épouse, est-ce qu'elle joue voilà, un grand rôle, ou est-ce que pour toi tu veux pas la peser avec tes situations, chacun a ses problématiques dans le travail, voilà? Non, non, complètement, c'est un vrai soutien, et puis on parle beaucoup. Alors, moi, je parle un petit peu moins de ce que je fais au boulot, justement parce que j'ai pas envie de la surcharger avec ça. Disons que mon travail prend déjà une grosse place dans notre vie. Je suis souvent absent. Quand je suis là, eh ben, je travaille quand même, et puis ça arrive de temps en temps qu'on reçoive certains de mes athlètes à la maison, etc. Disons que c'est plus qu'un travail, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc j'ai pas envie en plus le soir quand on se couche de me confier trop à elle. Mais évidemment que elle a un rôle prépondérant parce que déjà, c'est elle qui me permet de pouvoir partir alors qu'on a deux enfants en bas âge, etc. Donc elle tient la baraque quand je suis pas là. Et puis en même temps, bah, c'est grâce à elle que je suis qui je suis et que je suis bien dans ma peau et bien du coup dans mon travail. D'accord, merci pour ça. Et je finirai avec ça, qu'on a abordé avec Toran, la question de la santé mentale. Je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez sur les coachs, en fait, qui s'occupe des coachs. Et on a souvent aussi cette image du coach, il doit être fort, autoritaire, il est infaillible, un peu la vision peut-être française quelque part, le fait que tu sois allé dans d'autres cultures. Est-ce que, quelles sont, toi, les choses qui te permettent de te ressourcer? Est-ce que tu as une ouverture vers peut-être la méditation? Et l'interpellation, allez, je la fais, tu as une croix sur ton t-shirt parce que c'est la Suisse, et ça a un symbole en fait. C'est Oui. la chrétienté de ce pays. Mais est-ce que toi, la question de Dieu, elle s'est posée au cours de ta carrière? Alors, de ma carrière, pas trop. Dans ma vie, oui, parce que j'ai une maman qui était très croyante, donc j'ai tout un cursus catholique. Baptême, communion, profession de foi, confirmation. Un peu par la force des choses.
J'y allais pas par conviction personnelle, j'y allais parce que, Pour faire plaisir à voilà, maman. pas pour faire plaisir, mais c'était comme ça. Mmh. À la fois, ça me dérangeait pas et en même temps, si ça s'était arrêté, je l'aurais pas fait. Donc c'était un peu, dans mon enfance, ma mère était une figure très forte, c'est elle qui dirigeait la famille. On était 6 enfants, donc il fallait quelqu'un de dynamique et puis qui montre la voie. On n'avait pas trop de place, à la parole quand on n'était pas d'accord avec elle, c'était bon voilà, on disait rien et du coup, donc j'ai quand même cette éducation, catholique qui a été très présente et puis, bon voilà, ma mère était de toute façon, encore aujourd'hui dedans. Je me suis un peu éloigné de ça, pas forcément, sur la nature des messages, mais plutôt sur la façon dont les messages sont portés. En fait, j'ai une spiritualité à moi, j'essaie de vivre avec ça et c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions sur le sens, de ma vie, sur le pourquoi je fais les choses et dans quelle direction j'ai envie d'aller et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Mais pas vraiment, dans un cadre, religieux ou dans un cadre spirituel bien précis. C'est vraiment j'essaie de le vivre au fond de moi, en fait, dans une forme de bon sens, comment moi je le sens qui est le mieux et comment je le vis le mieux, quoi. Et du coup, ma dernière question en lien avec Paris, est-ce que tu, enfin, tu sais qu'au village des athlètes, il y aura un service d'aumônerie, comme c'est le cas depuis 1988. Est-ce que pour toi, c'est à la fois une découverte, quelque chose où tu pourrais encourager des athlètes à y aller? Comment tu vis finalement ce service que met le CIO à disposition des athlètes? Moi, c'est pas une découverte parce que, bah, je suis dans ce milieu, enfin, j'ai été éduqué dans ce milieu et puis surtout, j'ai vraiment pas de rejet. C'est quelque chose qui m'intrigue et qui m'a toujours, j'ai de la curiosité pour ça et beaucoup de questionnements, personnels et du coup, quand je rencontre des gens qui sont, croyants, ouais, qui ont une foi, je suis ouvert et puis je suis curieux d'entendre, les messages. C'est pour ça que quand j'ai entendu l'entretien avec, Toran, j'étais très, j'ai écouté d'une oreille attentive parce que ça m'intrigue et du coup, si je rencontre des athlètes qui ont ce besoin ou cette volonté, évidemment que sans problème. J'ai envie de dire que, hem, peu importe la façon dont on le vit, peu importe le cadre dans lequel on a envie de le vivre, l'important c'est qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait et dans qui on est et à partir de là, tous les moyens sont bons tant que ça reste des moyens bienveillants, quoi. Mmh. Hmm. OK, ça va? On peut conclure? Même si on continuerait comme d'habitude, Ouais, Ah hein. bah c'est oui, ça. là on est. Ouais. Non, mais c'est super, C'est c'est super intéressant Ouais. parce que Mmh. d'avoir cette ouverture, cette compréhension des arrière-plans de chacun. Et c'est vrai que ça, j'ai l'impression, après c'est peut-être générationnel, parce que c'est un peu moins tabou aussi de pouvoir s'ouvrir, d'en parler. Je sais que il va y avoir une conférence à Rome dans un cadre où il y aura une personne de l'INSEP qui sera invitée, avec l'INSEP partenaire sur des questions dites spirituelles. Je me dis, waouh, C'est une avancée, hein. je m'y attendais pas. Ouais. Mais je pense que ça dépend beaucoup des sports et du coup des origines un peu socioculturelles des pratiquants des sports. On a évoqué les rugbyman, du Pacifique qui sont très croyants, ils évoluent dans des sociétés qui sont très croyantes. Dans le kayak, pas trop. C'est souvent des enfants de catégorie intermédiaire, des enfants de profs ou du coup la religion est pas très présente et je dirais même parfois, enfin souvent, on n'en parle pas du tout et il y a un vrai rejet. Elle est niée, enfin, Ouais, en tout ouais, cas, ouais. ben, pas forcément nier, mais en tout cas, rejeter. C'est-à-dire Ouais. qu'on comprend pas, c'est des sectes, Hmm. et du coup, dans notre milieu à nous, enfin dans mon milieu à moi quoi, du coup, il y a pas vraiment d'appétence vers, Mmh. ce genre de dialogue et de discours où on parle de spiritualité et cetera. C'est plutôt, ce qui se développe de plus en plus, c'est, le bien-être personnel et la relation que chaque athlète a avec son propre corps, plutôt que, la place qu'on a nous dans le monde et Mmh. comment on a envie d'influer là-dessus et puis d'avoir une action positive vers les autres. Et ça, c'est un peu le côté, disons un peu négatif du sport de haut niveau. C'est que quand on est sportif de haut niveau, qu'on veut être le meilleur, bah, à la base, c'est comment soi-même on se porte au-dessus des autres, Ouais. quoi. Mm. Ça veut pas dire forcément écraser Non, les mais autres, c'est très égocentré, c'est mais ça. en Mm. tout cas, voilà. Et Mmh. du coup, ouais. Du coup, Ça, ça m'interroge beaucoup sur pourquoi je fais ça Mmh. et à quoi ça sert À du quoi coup ça à la sert. fin, quoi.
Ouais, c'est une question très pertinente qu'on va continuer en off. Off, Mais ouais. en tout cas, si les gens veulent commenter, qu'il y a dans les auditeurs qui nous suivent, et aussi ta communauté peut-être qui nous suivra, de dire s'il y a des gens qui sont d'une croyance ou d'une autre dans le monde du kayak, qu'ils n'hésitent pas à commenter pour qu'on Avec se plaisir, rende ouais. compte peut-être de quelque chose, oui, ou pour certains, c'était de la sphère privée, Ouais, on on l'a n'osait pas. relégué dans la chambre. Voilà. Ouais. Ok, top. Merci beaucoup pour Merci. cet échange, c'était Merci. super riche. Je pense Merci à vous. qu'il y a plein de trucs qu'on aurait pu encore aborder dans la saison 3 et la saison 4. Et la On saison 5. reviendra avec ta médaille. Ouais, avec c'est la ça. médaille. Allez. Ah, ce serait pas Avec mal. Ce serait plaisir. pas mal. Ah, Ce ça serait serait pas une mal. belle nouvelle, ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir fait le déplacement Ouais, et avec puis d'être plaisir. venu nous rendre visite. C'était super intéressant, comme d'abitude. Hop, Suisse. Hop. C'est ça. Hop, Ouais, hop, c'est chute. ça. Il hésite. Allez les bleus. Non, j'arrive Allez pas. les bleus. Ouais, j'arrive pas. Hop, Ouais. chute. Le problème, c'est Et que on si se on est re- devant les Français. On se Ouais. retrouve au village. On fera une petite photo avec Tony. Ouais, ok. Bah, nous, on sera pas au village. Hein. Ouais, vous serez à l'extérieur. Notre bassin, il est vraiment à l'extérieur. Ouais, vers Mais ce on, côté-là. on ira, Seine-et-Marne. on ira quand même au village. Vous irez visiter quand même. Profiter Ouais, un les peu de grands l'ambiance. buildings. quoi. Voilà, Oui. quand même. Aller au Club Exactement. France, tout ça. Ah bah non. Non, toi aussi. Je pense que Mais il y j'irai aura quand Club même. Suisse, au hein, Club je France. pense. Hein. Je pense qu'il y aura un Club Suisse quand même. Hein. Oui, oui. et Ouais, puis, j'espère. Il est peut-être pas déficitaire celui-là. J'ai assez de connaissances dans les équipes de France pour. Ah, pour rentrer s'en comme ça en doute. douce. Ah, On verra, ok. on verra. D'accord. Tu changes de On survêt, va peut-être Théo. que je change de survêt. C'est ça. Allez, Ok, allez, au revoir. merci. Merci. Ça tournait. Salut à tous. On continue en off, nous. Hein, on va s'éclater. Allez, à plus. À bientôt. Ciao, ciao.